Pourquoi Mouammar Kadhafi, le guide suprême de la révolution libyenne, est-il autant controversé? Il est à la fois aimé et admiré par les uns, mais aussi il est très contesté, surtout en Occident. Pourquoi celui qui voulait créer les États-Unis d'Afrique a-t-il été assassiné et par qui? Pour le comprendre, il faut remonter le temps. Mouammar Kadhafi naît dans un monde rural, dans une famille de nomades du désert. Il a seulement 9 ans quand son pays, la Libye, devient indépendant en 1951. Pendant 500 ans, le pays était sous la domination de l'Empire ottoman, et puis en 1911, le pays est envahi par l'Italie, qui en fait une colonie. La Libye devient un champ de bataille pendant la Seconde Guerre mondiale, opposant les forces italiennes et allemandes contre les Alliés. Après la guerre, la Libye est sous administration britannique et française pendant quelques années, avant que les Nations Unies décident en 1949 d'accorder l'indépendance à la Libye. Donc en 1951, c'est le roi Idriss Ier qui s'installe au pouvoir, mais le pays reste toujours sous le contrôle des Occidentaux. D'ailleurs, comme à chaque fois en Afrique, les anciennes colonies demeurent économiquement et militairement colonisées. Kadhafi est un très bon élève à l'école et il dévore tous les livres qui lui passent entre les mains. Adolescent, il écoute avec ferveur le président Nasser, le président égyptien, qui parle à la radio. Il est subjugué par cette icône du nationalisme arabe. Il se met à lire beaucoup de choses sur la Révolution française, sur le communisme de Karl Marx, sur la révolution de Mao Tse-tung, et il comprend vite que son roi Idriss est la marionnette de l'Occident. Il y a même des bases militaires américaines en Libye et le pétrole est exploité par les USA. D'ailleurs, le pétrole coule à flot dans ce pays de seulement 1 million d'habitants à l'époque. Kadhafi voit bien que la Libye est pillée et que ses richesses ne profitent pas au peuple. Quand il entre dans l'armée, il est révolté d'être dirigé par des militaires anglais. Il ne veut pas être soumis à l'Occident, alors il va fonder une cellule de résistance qui va s'appeler le mouvement des officiers libres. Tout bascule en 1967 pendant la guerre des 6 jours. Le roi Idriss refuse d'aider les pays arabes en guerre contre Israël. Kadhafi est alors très choqué. Il le vit comme une trahison de son roi envers les Arabes qui sont en guerre contre Israël. Alors 2 ans plus tard, en 1969, Kadhafi renverse le roi libyen. C'est un coup d'État très rapide, sans aucune résistance. Tout est plié en à peine 2 heures et aucune goutte de sang n'est versée. Kadhafi a seulement 27 ans et son ambition est immense. Dès son arrivée au pouvoir, il ferme les bases américaines et il prend le contrôle de la quasi-totalité du pétrole libyen. Son grand rêve, c'est d'unifier les peuples arabes. Alors il va commencer par une alliance avec l'Égypte et avec la Syrie. Kadhafi est nourri par les discours enflammés de son héros, le président égyptien Nasser. Il voyait dans le panarabisme bien plus qu'une idéologie. Il y voyait une destinée, une renaissance. À ses yeux, l'union des peuples arabes, libérés du joug colonial, était la seule voie vers la puissance, le progrès et la dignité. Il se lance dans une course effrénée vers l'unification. Il multiplie les tentatives de fusion entre son pays et d'autres pays, comme par exemple l'Égypte, le Soudan, la Tunisie ou la Syrie. Mais son obsession, c'était vraiment l'union avec l'Égypte, qui est le berceau du panarabisme. Le président égyptien Nasser était un mentor, était un modèle pour lui. Mais la mort du Raïs en 1970 et l'accord de paix qui a été signé entre l'Égypte et Israël en 1978 vont briser net tous ses espoirs. Kadhafi, trahi et furieux, dénonce la capitulation du président Sadat, le président égyptien qui a signé la paix avec Israël, et il va rompre définitivement ses relations avec l'Égypte. Les autres tentatives d'union vont se heurter à des obstacles insurmontables. Il y a de la méfiance entre les dirigeants arabes, il y a des rivalités historiques, il y a des intérêts divergents, que ce soit la Tunisie de Bourguiba ou le Maroc de Hassan II. Tous vont se méfier de Kadhafi, cet électron libre imprévisible et ambitieux. L'échec cuisant de l'union avec le Maroc en 1986 va marquer un tournant. Kadhafi réalise que le rêve pan-arabe n'est pas pour tout de suite. Kadhafi va lancer en Libye une révolution qui va s'appuyer sur 3 piliers: nationalisme, socialisme et islam.
Il propose une sorte de troisième voie entre capitalisme et communisme. Il va rédiger son livre vert dans lequel il détaille sa vision de la politique et de la démocratie. Il va d'ailleurs s'inspirer en cela du Petit Livre rouge de Mao Tse-tung en Chine. Kadhafi veut mettre le peuple au milieu du système politique libyen. Il instaure la démocratie directe avec des comités populaires. Ce système est connu sous le nom de Jamahiriya, qui veut dire l'État des masses, et qui présente les caractéristiques suivantes. Suppression du Parlement et des partis politiques parce que Kadhafi les considérait comme des obstacles à la vraie démocratie. Et installation d'un congrès général du peuple au niveau national. Ces organes étaient censés permettre aux citoyens de participer directement à toutes les décisions importantes du pays. Des comités étaient élus pour mettre en œuvre les décisions qui étaient prises par les congrès populaires. Kadhafi envisageait de remplacer les forces armées traditionnelles par une milice populaire. Suivant le slogan « Le pouvoir, la richesse et les armes doivent être dans les mains du peuple ». Kadhafi considérait les élections comme une forme de dictature du parti majoritaire. Mais en réalité, le système mis en place par Kadhafi était une structure pyramidale ultra hiérarchique, avec la famille Kadhafi et ses alliés qui étaient au sommet et qui exerçaient un pouvoir sans contrôle. Kadhafi avait renoncé officiellement au titre de chef d'État en 1979, mais il continue d'exercer un pouvoir absolu en tant que guide de la révolution. Mouammar Kadhafi rêve sincèrement d'une prospérité pour tous les Libyens et d'une vraie redistribution des richesses du pays. Avec les revenus en hausse du pétrole, le pays va très bien et Kadhafi veut exporter sa révolution à d'autres pays. Il finance alors plein de groupes armés qui luttent contre l'impérialisme occidental. Les Palestiniens, bien sûr, mais aussi les Black Panthers aux États-Unis et plein d'autres mouvements en Somalie, au Maroc, en Tunisie, mais aussi au Nicaragua, en Colombie et en Iran. En fait, partout où les USA soutiennent des groupes armés pro-occidentaux, Kadhafi va financer les groupes opposés. Il frappe un grand coup quand il va négocier avec les autres pays producteurs de pétrole la baisse de la production, ce qui fait mécaniquement exploser le prix du pétrole au niveau mondial. La conséquence, en 1974, c'est que la Libye devient un pays encore plus riche que la France en revenus par habitant. L'éducation publique est gratuite, tous les soins de santé sont gratuits aussi. Kadhafi va créer des garderies, des maisons de retraite et des logements corrects pour tous les Libyens. Le pays est entièrement alphabétisé et la priorité est donnée à l'éducation des femmes. Il disait que les femmes sont plus respectées en Libye qu'en Occident. Il allait même jusqu'à se glorifier d'être le premier dirigeant arabe à être un féministe. La population libyenne passe très vite de 1 million d'habitants à 6 millions d'habitants. Il rebaptise l'État libyen sous le nom de Jamahiriya, qui veut dire en quelque sorte la République du peuple. Il se proclame guide suprême et il fait tout pour se distinguer de tous les autres chefs d'État. Il va même jusqu'à s'entourer d'une garde personnelle composée exclusivement de femmes qu'il appelle les Amazones, des femmes expertes dans le maniement des armes et qui ont fait le vœu de chasteté. C'est aussi une façon de rendre hommage aux Amazones du Dahomey dans l'actuel Bénin, ces femmes combattantes qui, un siècle plus tôt, ont infligé une défaite humiliante aux armées françaises. Pour le monde diplomatique, Kadhafi est un original. Il refuse toujours de dormir à l'hôtel et il dort dans une tente qu'il plante dans un jardin à proximité de ses réunions. Il a même fait cela dans les jardins de l'Élysée quand il a été reçu par le président Sarkozy. Mais on reparlera de Nicolas Sarkozy et de Kadhafi un peu plus tard. Quand Kadhafi veut se doter de l'arme nucléaire, il se tourne vers l'Union soviétique. Il faut dire que depuis longtemps, Kadhafi entretient des liens très étroits avec l'URSS. Les soviétiques ont fourni une large gamme d'équipements militaires, des chars, des avions de combat, des missiles, des systèmes de défense. En 1974, il a même eu un accord de défense entre la Libye et Brejnev qui garantissait une assistance militaire en cas de conflit avec la Libye. En 1981, les soviétiques ont même construit en Libye un réacteur de recherche et ils ont fourni beaucoup d'uranium. Tout cela a fortement déplu au nouveau président américain Ronald Reagan, qui va alors demander à la CIA d'éliminer Kadhafi et de salir son image auprès de la presse. En 1986, les États-Unis iront même jusqu'à bombarder
le quartier général de Kadhafi en Libye. Ils vont déverser des tonnes de bombes et les enfants de Kadhafi vont être blessés. En fait, la CIA a bien failli tuer Kadhafi lors du bombardement de son quartier général. Kadhafi va alors se venger de cette attaque 2 ans plus tard. En 1988, un avion américain qui relie Londres à New York va exploser au-dessus de l'Écosse. C'est le fameux attentat de Lockerbie qui tua 243 passagers et l'enquête va vite mener à des responsables libyens. Mais ce n'est que 15 ans plus tard que Kadhafi va accepter la responsabilité de l'attentat en versant une indemnité de plus de 2 milliards de dollars aux familles des victimes. Mais Kadhafi continuera d'affirmer qu'il n'est pas responsable de cet attentat. Face à la pression américaine, Kadhafi est de plus en plus isolé, y compris dans le monde arabe qui se divise de plus en plus face à la pression occidentale. Il faut ajouter à cela que le prix du pétrole a été divisé par 4 pendant cette période, ce qui appauvrit la Libye. Les pays arabes n'iront pas autour de la table autour de Kadhafi. Il sait alors que le panarabisme est à l'arrêt. Il va donc décider de mettre de côté le panarabisme et il va aller vers le panafricanisme. Mais les USA ne le laisseront pas mener sa lutte anti-impérialiste. Et en plus, l'Amérique veut clairement mettre la main sur le pétrole libyen. Mais tout va basculer en 2001. C'est le 11 septembre, les tours jumelles s'écroulent et le président Bush lance sa grande guerre contre le terrorisme. Il envahit l'Afghanistan et l'Irak. Kadhafi va voir Saddam Hussein tomber en à peine quelques jours. Le président irakien est capturé et pendu avec les mains derrière le dos. Le guide libyen se dit qu'il pourrait bien être le prochain sur la liste. Il va donc changer radicalement de stratégie et comme au poker, il y va au bluff et il se rapproche de l'Occident. Il condamne les attentats et il offre son aide aux Occidentaux dans leur lutte contre le terrorisme. C'est un revirement stratégique très audacieux. L'Occident est en quête d'alliés dans la région et lorgne sur le pétrole libyen. Les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne s'engagent alors dans un dialogue prudent avec le guide libyen. Kadhafi veut prouver sa bonne foi et va faire des concessions majeures. Il renonce publiquement à son programme nucléaire et chimique, il démantèle ses armes de destruction et il va céder une partie de son pétrole à l'Occident. Ces gestes ouvrent la voie à une normalisation progressive. Les sanctions internationales sont levées, les relations diplomatiques sont rétablies et les contrats commerciaux fleurissent. L'Europe aussi veut signer des contrats juteux avec la Libye. Tony Blair, le Premier ministre anglais, vient voir Kadhafi devant toutes les télés du monde. Nicolas Sarkozy, lui aussi, viendra sous la tente du guide suprême. Clairement, tout le monde veut sa part du gâteau libyen. Kadhafi savoure sa revanche. Il a dupé tout le monde. Il a obtenu la levée des sanctions, il a obtenu la reconnaissance internationale, il s'offre des visites d'État, il s'affiche en grand leader africain et il s'oppose en médiateur dans les conflits régionaux. On apprendra plus tard que l'argent libyen a profité directement à la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007. Sarkozy est visé par une enquête, il est mis en examen pour corruption. L'affaire dure maintenant depuis 10 ans, mais tout le monde voit bien l'étrange relation entre le président français et le guide libyen. Un jour, Kadhafi est invité comme le grand ami de la France et quelques années plus tard, c'est l'ennemi à abattre. Grâce à la fin des sanctions internationales, la Libye s'enrichit de nouveau. Le pays est même élu au Conseil des droits de l'homme à l'ONU pour vous dire à quel point le rapprochement avec l'Occident a fonctionné. Il revient à la charge contre l'Occident. Il menace de nationaliser le pétrole libyen pour le donner au peuple directement. C'est une véritable gifle pour les USA qui commencent à comprendre le petit jeu de Kadhafi. L'année suivante, c'est le moment pour lui de concrétiser son plus grand rêve, son grand projet, l'union des peuples du continent africain, les États-Unis d'Afrique. À Addis Abeba, en Éthiopie, Kadhafi prend la présidence de l'Union africaine. Et c'est là qu'il dit que l'Afrique doit s'unir ou mourir. Kadhafi appelle à constituer un seul gouvernement africain, une seule armée de 2 millions de soldats, un seul passeport, plus de douanes et surtout une seule monnaie unique pour tout le continent. Il reprend ainsi le vieux rêve du président du Ghana, Kwame Nkrumah, qui a consacré sa vie à unir l'Afrique. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur lui et son projet d'États-Unis d'Afrique. Vous pouvez la trouver ici, en haut sur le lien. On sait aujourd'hui que Kadhafi avait réuni un énorme stock d'or dans le but de garantir et de crédibiliser cette monnaie unique africaine.
Le projet était vraiment très abouti, mais peu après cela, Kadhafi se rapproche de Moscou. Il veut négocier un accord sur le gaz. Bref, tous ces projets de Kadhafi deviennent beaucoup trop dangereux pour l'hégémonie occidentale. La vie de Kadhafi est maintenant clairement menacée. Un an plus tard, en 2011, avec les printemps arabes, qui ont d'ailleurs été largement financés par la CIA, les leaders du Maghreb tombent les uns après les autres. Les USA voient l'opportunité unique de se débarrasser de Kadhafi. Et ils vont alors armer et financer les rebelles libyens pour mettre le pays à feu et à sang. On sait maintenant, grâce à Wikileaks, vous savez, le fameux site de Julian Assange, que l'Occident a financé massivement les rebelles libyens contre Kadhafi. Alors bien sûr, Kadhafi n'aimait pas avoir des opposants politiques dans son pays, il les a pourchassés et il s'est fait beaucoup d'ennemis. La France de Sarkozy le sait bien et va aussi soutenir les rebelles libyens avec un accord secret, une promesse de concession sur le pétrole libyen à condition de faire chuter le guide suprême. Hillary Clinton viendra elle aussi pour soutenir les rebelles et pour négocier un accord pétrolier. Mais le peuple libyen va rester fidèle à Kadhafi. Des centaines de milliers de Libyens descendent dans la rue pour soutenir le guide. Les rebelles vont finalement perdre du terrain et c'est la décision de la dernière chance pour eux. Ils demandent à la France et aux États-Unis une intervention militaire massive pour bombarder directement Kadhafi. La France et les États-Unis vont carrément mobiliser l'OTAN qui va légaliser une intervention occidentale dont Nicolas Sarkozy sera le héros. Les avions de la coalition occidentale bombardent massivement la Libye en ciblant le pouvoir à Tripoli, mais aussi des civils dans les rues, ce qui va engendrer beaucoup de victimes et qui va profondément choquer l'opinion internationale. Une bombe de l'OTAN va tomber pile sur le convoi de Kadhafi pendant les combats. Les voitures s'enflamment, Kadhafi arrive à s'extraire de la voiture. Il va s'enfuir, il cherche à se cacher, mais il va se faire rattraper par les rebelles. Il est alors lynché, torturé et sauvagement battu à mort. La scène a été filmée, elle est sur internet et elle est d'une violence inouïe. Après 42 ans passés au pouvoir, il meurt en 2011. Mouammar Kadhafi est inhumé dans le désert libyen, dans un lieu tenu secret, pour éviter que sa sépulture ne devienne un lieu de pèlerinage. Depuis lors, le pays est plongé dans la guerre civile et le chaos politique qui dure encore aujourd'hui. En attendant, le pétrole coule toujours à flot. La compagnie pétrolière nationale libyenne est toujours l'acteur principal du pétrole libyen, mais plusieurs grandes compagnies étrangères sont déjà bien présentes en Libye. La société italienne Eni, la société française Total, la société autrichienne OMV et la société russe Rosneft.